En ligne avec nous, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël et auteur d'un livre récemment paru intitulé « Yitzhak Rabin, la paix assassinée » avec un point d'interrogation assez significatif sur lequel nous reviendrons. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Denis Charbit, hier soir, il y avait beaucoup de monde à Tel Aviv, alors qu'on pensait que les messages associés à l'héritage politique de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin avaient nettement moins d'écho dans la société israélienne d'aujourd'hui. Ça vous a surpris que ce rassemblement soit considéré comme un succès ? Non, je n'ai pas été surpris par le fait que pour la première fois depuis très longtemps, eh bien, cette manifestation prend le caractère politique, partisan, militant, tournant autour de l'héritage politique de Rabin, c'est-à-dire la paix avec les Palestiniens. Et ceci, il faut le dire, il faut le rappeler, et je rappelle dans mon livre, depuis 2019, il n'y avait plus de rassemblement sur la place Rabin à Tel Aviv, faute de public, faute de participation, parce que la municipalité de Tel Aviv voulait que ce soit très consensuel, que ce soit un concert. Après le 7 octobre, je rappelle qu'il ne s'est rien passé en novembre, on a considéré qu'il ne fallait pas faire de commémoration en novembre 2023. En 2024, c'est passé très rapidement. Et là, comme c'est les 30 ans, et comme nous sommes effectivement après le cessez-le-feu, eh bien, je dirais qu'après des années durant lesquelles le message de Rabin, c'était le respect de la démocratie, le respect des institutions, l'hommage à sa carrière, pour la première fois après bien longtemps, la manifestation qui a lieu hier dit l'héritage de Rabin, c'est son héritage politique. C'est pas sa carrière militaire, c'est pas qu'il ait été le chef d'état-major de la guerre des 6 jours, c'est qu'il ait porté à bout de bras les accords d'Oslo et qu'il ait été assassiné par un extrémiste religieux et nationaliste, et que c'est ça finalement, et peut-être que nous nous sommes embourbés depuis parce que nous n'en avons pas assez tenu compte. Mais justement, on peut imaginer, et les sondages le confirment d'ailleurs, Denis Charbit, que depuis le 7 octobre 2023 et ce traumatisme terrible pour la société israélienne, le message associé à Yitzhak Rabin, à savoir tenter de parvenir à une paix avec les Palestiniens, a moins d'écho, forcément. C'est un peu paradoxal qu'hier il y ait eu beaucoup de monde, alors que la société israélienne vit encore, presque au jour le jour, le traumatisme du 7 octobre. Alors, je dirais que durant l'année 1995, il faut bien comprendre que il y avait une opposition très forte également. Alors, je ne sais pas si elle était peut-être plus importante ou moins importante, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que effectivement, je ne suis pas surpris qu'après le 7 octobre, ce soit ce narratif-là, un narratif opposé à celui d'une réconciliation avec les Palestiniens qui l'emporte. Le narratif qui l'emporte, c'est celui, effectivement, qui considère qu'il n'y a pas de paix possible avec les Palestiniens. Alors, à ceci près, que dire il n'y a pas de paix possible avec les Palestiniens, c'est en fait signer que le conflit est éternel et que il pourrait y avoir encore de nouveau un 7 octobre. Alors vous dire, moi je ne sais pas ce que l'avenir électoral nous réserve, mais je ne crois pas que entre ce narratif favorable à une réconciliation avec les Palestiniens, même si elle apparaît aujourd'hui difficile, impossible, voire non souhaitable, je ne suis pas certain que l'autre narratif, celui dont on dit qu'il est plus majoritaire sans doute depuis le 7 octobre, soit plus source d'espoir. Quelle source d'espoir pouvons-nous tirer de l'idée que le conflit est éternel ? Oui. L'héritage d'Yitzhak Rabin, ce n'est pas seulement les efforts de parvenir à une paix avec le monde arabe ou avec les Palestiniens, mais c'est aussi, et c'était présent le soir de son assassinat dans les discours du Premier ministre, le refus de la violence politique, l'attachement aux valeurs démocratiques de base. Est-ce que ce ne sont pas ces thématiques-là qui ont motivé un nombre important d'Israéliens à descendre dans les rues de Tel Aviv hier ? Ça, il faudrait interroger les manifestants les uns après les autres. C'est vrai que l'héritage de Rabin, c'est effectivement le respect des normes démocratiques. Et sans doute, beaucoup d'Israéliens se sont rendus, pas simplement parce qu'ils pensent qu'on devrait remettre en selle une perspective de réconciliation israélo-palestinienne, mais peut-être aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, depuis 2022, le gouvernement
méprise les normes démocratiques, veut mettre en cause l'équilibre des pouvoirs. Donc ça, c'est vrai. Et puis, je dirais, l'intégrité. L'héritage de Rabin, c'est aussi le fait que quand sa femme a été soupçonnée d'avoir conservé un compte en banque aux États-Unis, ce qui était illégal à l'époque, il a remis sa démission. C'était sa femme qui était concernée. J'ai pas besoin de vous dire, et sans invoquer d'ailleurs Sarah Netanyahou, les reproches qui sont faits, les délits commis par Netanyahou, qui sont exercés par la justice. Et là, il n'y a aucune prise de responsabilité. Et j'ajouterais, notamment depuis le 7 octobre, où on voit beaucoup de têtes, notamment du côté militaire, tomber les uns après les autres, estimant nécessaire de remettre leur démission à cause de l'échec du 7 octobre. Et nous avons un Premier ministre qui s'oppose pas sur une affaire de compte en banque, pas sur le délit de corruption dont on le soupçonne, non, sur le fait qu'il était Premier ministre le 7 octobre et qu'il n'a su ni prévoir ni arrêter ce massacre. Et non seulement il ne reconnaît pas sa responsabilité, il s'oppose même également à l'ouverture d'une commission d'enquête. Donc à cet égard, oui, sans doute qu'il doit y avoir pas mal d'Israéliens qui se sont rendus hier à la manifestation et qui, peut-être plus qu'une réconciliation israélo-palestinienne, mettent en avant la désagrégation, je dirais, des valeurs démocratiques et des normes démocratiques. Une dernière question de Denis Chabit rapidement, elle concerne le titre de votre ouvrage, avec ce point d'interrogation qui peut intriguer. Yitzhak Rabin, la paix assassinée, point d'interrogation. Oui, merci de poser cette question. Je l'ai mis parce que, y compris d'ailleurs dans les rangs de la gauche et notamment aussi à l'extérieur, on a le sentiment qu'avec l'assassinat de Rabin, la paix est définitivement assassinée. Non, il faut rappeler qu'après, il y a eu des tentatives avec Ehud Barak, avec Ehud Olmert. Donc la paix n'a pas été assassinée, mais il est vrai que l'assassinat de Rabin n'était pas, dans la perspective d'Yigal Amir, une vengeance. C'était encore un moment où le processus de paix n'était pas encore irréversible, et donc il a agi pensant, et là, d'une certaine manière, l'histoire lui a donné raison, qu'il n'y aurait pas de leader tel que Rabin capable de convaincre l'opinion publique que la paix est possible et souhaitable. Donc, c'est pour ça que le point d'interrogation est justifié, parce que c'est pas la paix qui a été assassinée ce jour-là. Je rappelle d'ailleurs que le lendemain et dans les semaines qui ont suivi, tout le monde était persuadé que certes, comme l'a dit Yair Lapid, l'homme a été assassiné, mais pas son idée. Or, il faut bien reconnaître qu'en 30 ans, oui, son idée ne s'est pas réalisée et que ça reste encore un objectif pour la génération actuelle ou les générations à venir en fonction de la politique qui obtiendra les suffrages de la population israélienne.